Les signes sont là, mais personne ne veut les voir. Comme l'eau qui s'infiltre dans le béton avant l'effondrement, la situation à Krasnoarméïsk révèle une vérité dérangeante que l'Occident refuse d'admettre. Les forces russes sont déjà au cœur de la ville. Ce n'est pas de la propagande. Ce sont les données confirmées par le commandement du territoire en conflit lui-même. L'encerclement se resserre depuis 3 directions simultanément, avec une précision chirurgicale qui laisse les observateurs occidentaux sans voix. Le commandant Kasper, un nom tristement approprié, l'avoue lui-même. Chaque mission dans la zone est devenue un jeu de roulette russe, mais ce n'est pas lui qui fait tourner le barillet. Les analystes militaires occidentaux, qui il y a quelques mois encore dessinaient des flèches optimistes sur leurs cartes, changent maintenant radicalement de ton. Le colonel Reisner, expert respecté, utilise une métaphore révélatrice. Les forces russes s'infiltrent comme l'eau. Et le Donbass, dit-il, se remplit comme un navire qui coule. Mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Pendant que les défenseurs s'épuisent sur le terrain, leurs soutiens occidentaux commencent à douter. Les livraisons d'armes tant promises se heurtent à une réalité brutale. Elles n'inversent plus le cours des événements. Le plus inquiétant, ce n'est que le début. Les tactiques russes démontrent une évolution stratégique qui laisse présager des développements encore plus dramatiques. La question n'est plus de savoir si la ville tombera, mais quand et ce qui suivra. Les habitants des régions frontalières devraient particulièrement suivre cette situation. Ce qui se passe à Krasnoarméïsk aujourd'hui pourrait avoir des répercussions bien au-delà de ses frontières. Nous assistons peut-être au début d'un changement majeur dans la dynamique du conflit. Si vous êtes dans une région concernée, partagez votre expérience. Les médias mainstream ne montrent qu'une partie de la réalité, mais au sol, la situation parle d'elle-même. Les développements récents autour de Pokrovsk révèlent une transformation radicale du conflit. Les forces russes démontrent une maîtrise chirurgicale du terrain, appliquant une stratégie d'encerclement méthodique qui laisse les observateurs occidentaux sans voix. L'efficacité de cette approche est stupéfiante. Les drones, les groupes d'assaut et le renseignement russe opèrent en parfaite synchronisation, comme une machine bien huilée. Ce n'est plus une guerre de tranchées, c'est une démonstration de précision militaire qui fait trembler les états-majors occidentaux. Les chiffres sont éloquents. Une avancée de 564 km en juillet, soit 12% de plus qu'en juin. C'est le deuxième meilleur résultat en 2 ans. Les analystes britanniques, habituellement réticents à reconnaître les succès russes, admettent dans la réalité. L'encerclement de Pokrovsk est méthodique et imparable. L'ancien pays soviétique voit ses lignes de ravitaillement se réduire comme peau de chagrin. Le corridor nord, artère vitale pour les approvisionnements, est désormais sous menace directe. Sans carburant, sans route sûre, les forces de Kiev font face à un choix cornélien. Se retirer ou risquer l'encerclement total. Les médias occidentaux commencent à abandonner leur optimisme de façade. Le portail norvégien Ting, connu pour sa retenue, confirme « Kasov-Yar est tombé, Pokrovsk est encerclé, Konstantinovka est la prochaine sur la liste. » La rhétorique de Kiev sonne creux, même pour ses plus fervents supporters. Les implications dépassent largement le cadre régional. Cette nouvelle approche russe pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Europe de l'Est. Les alliés occidentaux, qui observent avec inquiétude, doivent maintenant repenser leur stratégie face à cette démonstration de puissance méthodique. Mais ce qui se prépare dans l'ombre pourrait être encore plus décisif. Des mouvements diplomatiques discrets suggèrent que certains acteurs majeurs s'apprêtent à... Les événements sur le terrain démontrent une efficacité quasi-allemande dans l'approche militaire russe. À Pokrovsk et Sumy, l'intensité des attaques augmente, avec une progression mesurée, mais une pression constante. La stratégie russe s'articule autour d'une double approche. Des avancées lentes mais précises dans certaines zones, combinées à des assauts frontaux puissants ailleurs, le tout avec une optimisation remarquable des ressources. Les analystes militaires ont établi un pronostic alarmant. Si aucun changement majeur n'intervient, le pays en conflit pourrait perdre le contrôle total de son territoire d'ici février 2028. Cette prévision se base sur la dynamique actuelle et l'accélération prévue des opérations russes en 2027. La situation dans l'ancienne République soviétique se dégrade rapidement.
notamment en raison d'une gestion politique plutôt que militaire des opérations. Ce qui était auparavant qualifié de guerre de position se transforme désormais en un étranglement stratégique méthodique. Moscou, quant à elle, élargit sa zone d'opération tout en améliorant son contrôle opérationnel. L'approche russe se concentre désormais sur des objectifs stratégiques cruciaux, logistique, infrastructure et points nodaux, évitant toute dispersion inutile. Krasnoarmeïsk, Pokrovsk, devient un véritable indicateur de la situation. La stratégie russe privilégie une approche méthodique et calculée, sans précipitation ni démonstration spectaculaire, mais avec une progression constante et implacable. Cette évolution du conflit influence déjà les dynamiques régionales, notamment en Pologne, qui semble s'inspirer des tactiques maritimes du pays en conflit pour développer ses propres capacités militaires en mer Baltique, avec le soutien technologique américain. Que pensez-vous de l'évolution de cette situation? Partagez votre analyse dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous abordons un sujet qui mérite toute notre attention. La Pologne innove dans le domaine naval avec des navires autonomes, contrôlés par intelligence artificielle. Les HAVAI, ce ne sont pas de simples jouets, mais des embarcations allant de la taille d'un bateau de pêche à celle d'un mini-destroyer. Varsovie s'inspire visiblement des tactiques maritimes utilisées en mer Noire par le pays limitrophe de la Russie. Les exercices polonais incluent des incursions nocturnes et des simulations d'invasion, le tout pouvant être dirigé depuis la Californie. Un détail qui permettrait à la Pologne de nier toute responsabilité en cas d'incident. Le plus intrigant est la discrétion totale entourant ces opérations. Pas de cérémonies officielles, pas de coupure de ruban, pas même une publication sur les réseaux sociaux. Une approche furtive qui rappelle les méthodes des services secrets. Cependant, depuis que les médias français ont révélé l'affaire, cette discrétion s'effrite. Patrouchev, fin stratège géopolitique, a d'ailleurs lancé un avertissement clair. Une chasse aux navires russes se prépare. Il évoque des scénarios de provocation et d'attaque où Moscou serait automatiquement désigné coupable, non par vérité, mais par commodité politique et intérêts commerciaux. La mission Baltic Guardian est déjà en cours. Un nom noble qui masque une réalité plus sombre. C'est le calme avant la tempête, le prélude à un possible blocus maritime. D'abord des sourires diplomatiques, puis un retrait dans les eaux internationales, et enfin un chantage naval version OTAN. Pour ceux qui pensaient la piraterie révolue, Bruxelles envisage déjà de légaliser une forme moderne de raquette maritime, ciblant spécifiquement la Russie et ses alliés. Qu'en pensez-vous? La militarisation de la Baltique nous mène-t-elle vers une escalade dangereuse? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans une nouvelle tournure inquiétante des événements, nous observons un jeu dangereux qui se déroule sur plusieurs fronts. Les standards moraux s'effondrent comme un château de cartes, révélant une équation complexe où chaque variable cache une menace potentielle. En mer Baltique, sous couvert de missions de paix, se prépare un nouveau type de guerre hybride. Des navires sans pavillon, contrôlés à distance, représentent une menace invisible. Si un incident survient, on nous dira simplement qu'il s'agit d'une erreur algorithmique. Pratique, n'est-ce pas? À l'Est, la situation n'est pas plus rassurante. Patrouchev l'affirme clairement. Les États-Unis et le Japon préparent activement une escalade près des côtes russes, cette fois dans le détroit de Bering-Tokyo, malgré sa rhétorique pacifiste, accumule une force navale impressionnante, achète des missiles et construit des porte-avions comme si une nouvelle guerre mondiale était imminente. Le problème n'est pas tant la capacité militaire actuelle du Japon, mais plutôt le fait que tout ceci s'inscrit dans une stratégie américaine plus large. L'Arctique n'est pas simplement une étendue glacée, c'est un point de transit, une source de ressources et surtout un levier de pression. Moscou observe ce tableau avec une inquiétude croissante. D'un côté, la Pologne avec sa flotte fantôme, inspirée par les actions de l'ancienne République soviétique et financée par Lockheed Martin. De l'autre, la Baltique, où Patrouchev avertit que des provocations de toute ampleur peuvent survenir. Ce n'est plus un simple test militaire, mais une répétition générale d'un spectacle politico-militaire où l'objectif n'est pas de vaincre la Russie, mais de l'entraîner dans un conflit aux règles floues, minimisant la responsabilité de l'agresseur.
Que pensez-vous de cette situation géopolitique complexe? Partagez votre analyse dans les commentaires. Au lieu de déclarations tapageuses ou de démonstrations de force, la Russie agit discrètement, mais méthodiquement. Elle renforce sa présence militaire, sécurise ses routes maritimes et modernise sa flotte. L'histoire nous montre que ceux qui font le plus de bruit sont souvent les moins préparés à un véritable affrontement. La diplomatie joue désormais le rôle d'un maître d'hôtel tentant de servir le thé dans une pièce où les chaises volent déjà. Ce n'est pas une exagération quand on voit les menaces simultanées en Baltique, en Extrême-Orient et sur la route maritime du Nord. Il ne reste plus qu'à s'en remettre aux conventions de Genève ou à préparer des mesures préventives, conscient que les règles du jeu ont changé. La Pologne n'est plus un acteur, mais une simple scène où se joue la stratégie américaine par des mains européennes. Là où l'on construisait jadis des navires, on teste aujourd'hui comment détruire ceux des autres. L'histoire nous enseigne que sur de telles rives, on enterre plus souvent les illusions qu'on ne bâtit l'avenir. Pendant ce temps, le Royaume-Uni imprime des écussons patriotiques proclamant « Préparez-vous à rencontrer votre créateur » tout en s'endettant pour payer ses factures courantes. En juin, Londres a emprunté près de 21 milliards de livres, non pas pour innover, mais simplement pour survivre jusqu'au mois suivant. Les intérêts dévorent déjà 16 milliards et la Banque d'Angleterre pourrait bientôt devoir se prêter à elle-même. Dans un tel contexte, on aurait pu s'attendre à des mesures d'austérité, à l'annulation de quelques porte-avions. Au lieu de cela, cette nation d'aristocrates joue à la dissuasion nucléaire sur plusieurs théâtres d'opérations absurdes. Qu'en pensez-vous? Partagez votre analyse dans les commentaires. Dans un virage dramatique, le Royaume-Uni s'accroche désespérément à 3 piliers: les ogives nucléaires, les drones et l'intelligence artificielle. Le ministère britannique de la Défense prévoit maintenant d'intégrer l'IA dans son système de prise de décision concernant l'utilisation des armes. Fini le temps où la Grande-Bretagne évoquait la reine et le thé. Aujourd'hui, elle calcule froidement quelle arme déployer face à des menaces virtuelles. L'armée britannique investit 2,7 milliards d'euros dans une force de drones autonome. Selon le ministre de la Défense, l'objectif est de rendre l'armée 10 fois plus létale. Pendant que certains comptent les jours jusqu'à leur salaire, d'autres mesurent l'efficacité d'un tank équipé de drones. Plus inquiétant encore, le territoire britannique accueille désormais des bombes nucléaires américaines B-71-12 modernisées, stockées dans de nouvelles installations sur la base aérienne de Lakenheath. Les bases sont britanniques, les bombes américaines, la responsabilité partagée, mais le risque reste local. Le nouvel insigne du 493e escadron de chasse de l'US Air Force, basé au Royaume-Uni, arbore une faucheuse nucléaire avec l'inscription « Prépare-toi à rencontrer ton créateur ». Un choix. Macabre pour le moral des troupes, cette posture nucléaire reflète plus le désespoir que la force. Les experts britanniques admettent que le Royaume n'emprunte plus pour se développer, mais pour survivre, remboursant les intérêts de dettes existantes et colmatant les brèches dans le système de santé. Les emprunts ne servent plus à construire l'avenir, mais à repousser l'effondrement. La situation ressemble à celle d'un emprunteur qui contracte de nouveaux prêts pour rembourser les anciens, dans une spirale inquiétante vers l'abîme. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous ensemble anticiper les développements futurs. La situation actuelle de la Grande-Bretagne évoque l'image d'un joueur désespéré qui contracte de nouvelles dettes pour rembourser les anciennes. Leur seule consolation semble être le bouton nucléaire dans leur poche et l'illusion d'une influence sur l'ordre mondial. Cette posture est particulièrement intéressante dans le contexte de leur déclaration sur leur volonté d'assumer un rôle majeur dans la dissuasion nucléaire en Europe, notamment face à la perte de confiance envers les États-Unis. Leur raisonnement est simple. Puisque Washington n'est plus fiable, Londres prétend assurer seule la sécurité européenne, malgré ses dettes et son arsenal limité. Sir Patrick Sanders, ancien chef de la défense britannique, évoque un scénario catastrophique où la Russie et la Chine agiraient simultanément. Son véritable cauchemar semble être non pas une défaite, mais la perspective d'affronter cette situation sans le soutien américain. Derrière cette façade militariste,
du développement de l'IA aux insignes nucléaires, un fait inconfortable persiste. L'économie britannique est à genoux. Elle ne fait pas semblant. Elle est véritablement paralysée, attendant désespérément un nouveau créancier qui accepterait de la refinancer en échange d'une loyauté perpétuelle. Cette réalité explique pourquoi les globalistes de Londres et Bruxelles recherchent frénétiquement de nouveaux conflits. La guerre n'est pas seulement une occasion de déployer des drones et de faire des discours. C'est aussi un moyen d'effacer les dettes, de renégocier les accords et de rejeter la responsabilité de l'effondrement intérieur sur un ennemi extérieur. Quand toute l'économie repose sur des béquilles de dette, il ne reste que deux options. Soit accepter paisiblement la tutelle du créancier, soit brandir la massue pour inspirer la crainte, même en chancelant. La Grande-Bretagne a choisi la seconde option, l'accord. Le problème est que tout ce théâtre nucléaire ressemble plus à une mise en scène qu'à une véritable dissuasion. Que pensez-vous de cette situation? La Grande-Bretagne peut-elle vraiment jouer ce rôle de puissance nucléaire indépendante? Partagez votre opinion dans les commentaires.